Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur Sébastien Pierros. Bonjour Sébastien, ça va bien? Bonjour Amélie, oui ça va. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs de partout à travers le Canada. Alors t'es journaliste, réalisateur pour la production #OnFR à TFO. Oui. Également, t'es spécialisé en affaires francophones. C'est ça, les minorités francophones. Et t'es auteur, parce que t'as publié récemment Entre parenthèses. Oui. Ton premier roman. Oui. Et pourquoi avoir décidé de publier un roman? Est-ce que c'est un rêve que tu avais depuis longtemps de vouloir écrire un ouvrage? Bah oui, c'était un projet depuis longtemps, puis je m'y suis mis d'un seul coup. C'était en janvier 2014, l'histoire commençait à me plaire. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à un résultat qui a pris 1 an. Mais oui, j'ai toujours été un peu attiré par le monde de l'écriture comme tout le monde. Mais bon, il y avait un besoin d'écrire. Hein, on a tous un besoin artistique. Moi, l'écriture, c'est la chose pour laquelle je me débrouille le mieux. Je peux pas m'exprimer avec une guitare, je peux pas m'exprimer avec un pinceau. Donc oui, effectivement, écrire, donc c'est comme un peu un exutoire des fois. Et souvent, le premier ouvrage est souvent très très près de ce qu'on est, de notre histoire. Est-ce que ça se rapproche un peu de ton histoire personnelle ou complètement à l'opposé? C'est différent parce que au début, quand j'écrivais, vu qu'on a tous annoté des choses, j'écrivais souvent avec le présent de narration et le je. Et c'était très difficile. Et là, le fait d'écrire avec des personnages qui sont un peu distants, sans utiliser le je, ça m'a permis une aide précieuse. Un peu de conserver tout le temps cette distance avec le personnage. Autobiographique, non. C'est ce que j'explique, c'est que tous les personnages, en fait, on leur donne un peu une part de nous-mêmes, que ce soit les personnages vertueux comme les personnages un peu moins vertueux, un peu plus vicieux. Et le but, c'est à chaque fois de se mettre dans la peau des personnages. Que vont-ils penser à ce moment-là? Comment réagirais-je dans tel contexte? C'est ça, en fait, qui est important. Et parce que dans le cas de cet ouvrage-là, Paul perd sa maman en 2004. Oui. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qui est arrivé dans ta vie ou tu avais un ami près de toi qui a perdu sa maman? Parce que je trouve que ce volet-là est vraiment très touchant. Il est très touchant, mais non. Non, moi, ma maman est encore en vie. Mais j'ai essayé de me mettre dans la peau du personnage et de vraiment ressentir ce que moi je ressentirais si je perdais ma mère. Et c'est comme ça qu'on écrit. C'est un peu en allant chercher, en allant se mettre dans la peau des personnages. Plus que dans l'imitation, c'est vraiment essayer de rentrer dans la tête des personnages et et essayer de saisir quel sentiment on ressentirait à ce moment-là. Et Sébastien, est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs l'histoire de Entre parenthèses? L'histoire est un peu simple. Il y a 2 personnages complètement opposés qui se rencontrent. Il y a Paul ils ont tous les deux un peu 30 ans. Paul qui travaille dans une agence de publicité et c'est un travail assez rébarbatif. Il est ennuyé, il a envie de quelque chose, mais malheureusement c'est quelqu'un qui est assez étranger à lui-même, qui est distant et qui n'a pas le courage, qui n'a pas la force, on va dire, d'aller de l'avant. Et il rencontre une fille assez mystérieuse, un peu rebelle, qui elle a une maladie, on va dire, on va pas citer la maladie, mais elle a quand même une maladie qui la condamne à ne pas pouvoir vivre longtemps et qui elle était dans une relation avec la vie complètement différente où elle est finalement dans le profit, on va dire dans la volonté de saisir l'instant présent, et ce qui fait que ces 2 personnages complètement opposés, elle est anglophone, elle parle un peu français mais pas beaucoup. Lui, il est francophone, comme tous les francophones qui vivent en Ontario, il parle anglais. Donc finalement, ils vont arriver à se comprendre et j'ai voulu montrer aussi que c'était 2 personnages qui symbolisaient quelque part le Canada, une partie du Canada. Et c'est pas un hasard si l'histoire se déroule dans la région d'Ottawa, qui est un peu la région non pas centrale bien sûr, mais un peu un microcosme des fois, surtout l'Est ontarien, avec les tensions qu'on peut voir de manière linguistique et que j'ai vécu en tant que journaliste. Et moi, je l'ai vécu aussi en tant qu'animatrice quand je travaillais justement à Cornwall, à Ottawa, à quel point les francophones se battent très, très fort depuis des années pour défendre leur langue française. Et c'est ce que j'ai mis dans cet ouvrage-là parce que je me rappelais des souvenirs du drapeau, justement, franco-ontarien avec blanc et vert. Ouais, c'est ça, c'est un peu... J'ai travaillé 1 an et demi dans l'Est ontarien, vraiment, un journal qui s'appelait Le Reflet, donc je couvrais la ville d'Embrun.
Et oui, ça m'a donné vraiment un aperçu parce que c'est une région, l'Est ontarien, comme on dit, toute la région qui s'étend Cornwall, Embrun, Rockland, Hawkesbury, où il y a 60% de francophones, donc de gens qui ont le français comme première langue, mais la langue, malheureusement, prend du recul par rapport à l'anglais. Il y a toute une lutte, une construction identitaire qui se fait dans les écoles. Et Paul en parle, le personnage principal, mais il en parle pas avec un sentiment positif. Il dit par exemple, bon, c'était un peu des fois pénible d'aller à l'école, il y avait tout le temps le drapeau, lui ça l'a marqué, cette construction identitaire qu'il juge comme excessive, et alors que Amy, donc qui est la fille anglophone, elle qui vient de Winnipeg, elle a pas conscience au début qu'il y avait des francophones en Ontario, elle est séduite quelque part par cet aspect bilingue. Et sa rencontre avec Paul va lui donner l'envie d'apprendre le français. Donc ils ont une trajectoire assez différente par rapport à l'apprentissage aussi du français, qui montre aussi des réalités différentes. Et surtout qu'elle vient, si ma mémoire est bonne, dans le coin de Saint-Boniface. C'est pas précisé, elle habite le Tuxedo, qui est un quartier riche. Elle vient d'une famille riche de Winnipeg. Son père était ambassadeur, diplomate plutôt, pardon. Donc elle vient d'une famille aisée, mais d'une famille qui est un peu libérale, donc qui avait des grandes opinions sur le bilinguisme et qui ont essayé de donner à leur enfant une culture, une éducation. Et Paul avait sa mère aussi qui était une femme éduquée, donc c'est une façon de montrer aussi, oui, on peut aller au-delà des clivages, même si les personnages dans le cadre du livre sont différents, mais ça demande une éducation, ça demande une ouverture d'esprit, et c'est ce que les deux personnages du livre ont en commun avec les personnages plutôt secondaires. Et c'est ça, Saint-Boniface ont une belle communauté francophone également dans le coin de Winnipeg. Oui, c'est un peu le quartier francophone de Winnipeg, Saint-Boniface. Ils sont assez concentrés parce que la francophonie dans le Manitoba, elle est beaucoup concentrée à Winnipeg. Et ça donne un peu... ils sont 42 000, il me semble, les franco-manitobains. C'est beaucoup moins que les franco-ontariens qui sont plus de 500 000. Mais le fait qu'ils soient concentrés, ça leur donne quand même une culture qui est assez forte, selon moi. J'ai jamais eu la chance, malheureusement, d'aller à Winnipeg, mais j'aimerais bien. Est-ce que ça a pris beaucoup de recherche, justement, pour connaître cette histoire-là des Franco ailleurs dans le Canada, en Ontario, dans le coin de Winnipeg? De par mon travail, je suis assez sensibilisé à la cause francophone. Donc ça m'a pris effectivement... c'était plus facile cet aspect-là. Là où ça m'a pris beaucoup de recherche, c'est par rapport à la maladie quand même de l'héroïne. Et donc là, il a fallu lire quand même des livres médicaux, des livres scientifiques, des livres de témoignages pour savoir un peu comment on pourrait présenter ça. Ça, c'était la partie la plus difficile, qui est la partie la plus scientifique. Mais non, pour les minorités francophones, ça allait, on va dire, parce que c'est beaucoup basé sur mon vécu. C'est ça, parce que faut expliquer un peu aux gens, tu viens de Annecy, dans les Alpes françaises, oui. Et t'es arrivé au Canada en 2009. En 2009, c'est ça. Et j'ai vécu 1 an à Vancouver. Après, j'ai vécu un peu à Toronto et à Montréal. Et j'ai posé mes valises à Ottawa définitivement en mai 2011. Parce que justement, j'avais trouvé un contrat au Reflet, donc l'hebdomadaire des francophones, dans la région d'Embrun-Casselman. Et qu'est-ce qui amène un Français à vouloir venir travailler ici au Canada, dans le domaine des communications? En 2009, essentiellement, il y avait 2 choses. J'étais plus jeune, donc il y avait l'envie un peu de vivre une nouvelle aventure loin de France, l'envie de m'ouvrir, de connaître un autre pays. Et puis 2009, ça correspond au début de la crise économique violente, le marché de l'emploi. Et bon, déjà, le marché de l'emploi en France n'est pas toujours facile pour s'y imposer. C'est quand même assez hiérarchisé. On a tout le temps l'impression d'être un peu dans un carcan, suivant notre âge, suivant le diplôme qu'on a, suivant... je dirais notre privilège de naissance, notre lieu géographique, et donc c'était beaucoup plus ouvert au Canada. Puis j'avais l'impression que c'était plus ouvert au Canada, j'en ai eu la confirmation en arrivant, et donc il y avait un peu toutes ces choses qu'on fait que je suis parti, et puis que ça s'est plutôt bien passé au niveau du travail, donc je suis parvenu. Et c'est intéressant de voir que tu t'es promené dans les différentes provinces. Oui, pas promener, c'est plutôt dans les grandes villes, parce que Vancouver, Ottawa, Montréal, un peu Toronto,
Après, ouais, différentes provinces, même j'habite en Ontario, mais j'ai pas la prétention de connaître le Nord, où c'est assez gigantesque. Puis moi, ce qui me marque aussi au Canada, en tant que Français, c'est qu'il y a vraiment des différences culturelles. Quand on passe de l'Est ontarien, quand on passe à Ottawa, quand on va après à Gatineau, dans la région de l'Outaouais, il y a des façons de penser qui sont différentes. Il y a pas seulement dans l'aspect linguistique, mais aussi le rapport qu'on peut avoir à la communauté, tout ça, c'est très différent. Ça me marque aussi parce que même des fois dans les villages, Embrun, Casselman, Saint-Isidore, les gens s'identifient à leur village, ce qui est quand même assez fort, mais c'est intéressant. Oui, et j'aimerais te demander comment s'est fait la recherche de l'éditeur, parce que Prise de parole, c'est un éditeur ontarien. C'est ça. En fait, j'avais visé les maisons d'édition un peu franco-ontariennes, et j'en avais visé 2-3 au Québec, Boréal... Mais c'était surtout les maisons d'édition franco-ontariennes, et Prise de parole m'a répondu très rapidement. Ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Donc j'ai fait ah oui bon. Et puis après j'ai eu la confirmation qu'ils voulaient le publier, donc j'ai sauté sur l'occasion. Puis je savais que Prise de parole était une maison d'édition assez réputée qui a obtenu des prix du gouverneur général. Donc il n'y avait pas hésité. Et en plus mon roman touchait un peu cette partie francophone. Et ça n'a pas été difficile de trouver, parce que je sais qu'il y a certains auteurs que ça peut être laborieux de trouver un éditeur. Dans ton cas, ça n'a pas été le cas. Non, et j'avais une autre réponse d'une maison d'édition qui m'avait dit oui, mais si vous faites beaucoup de changements. Et Prise de parole a donné un oui affirmatif. Ça aurait pu être un non aussi, hein, mais après la frontière, elle est toujours mince entre l'auteur qui est publié et l'auteur qui est non publié. Mais c'était un roman qui était quand même préparé. C'était un travail de plusieurs années. Enfin, travail, pas sur l'histoire même, mais je veux dire tout ce qui est la recherche littéraire, essayer de fluidifier le style. Et puis c'est encore perfectible, même si c'est aujourd'hui imprimé, ça j'en suis conscient, mais ça a pris quand même plusieurs années. Est-ce que ça a été difficile le travail avec l'éditeur de retravailler le texte? Souvent, c'est une étape que les auteurs aiment pas. Non, moi ça m'a beaucoup apporté parce que justement l'auteur m'a dit voilà ce qu'on aimerait. C'était des changements des fois au niveau des chapitres, mais pas dans l'histoire même, mais juste c'est toujours des suggestions, c'est pas des obligations. La plupart du temps je les ai suivis, hormis il y a quelques aspects où j'ai voulu garder pas ce que j'avais écrit, mais on va dire certaines choses où l'auteur faisait des suggestions, j'ai dit non, je préfère les garder. Mais non, c'est intéressant parce que ça permet de nous mettre en face aussi de nos points forts et nos lacunes, parce qu'on en a tous dans l'écriture, et ça permet simplement de s'améliorer. C'est quand même des gens qui ont l'habitude de relire des manuscrits. J'ai travaillé avec Joanne Mélençon qui est quand même agrégé de littérature à l'université Laurentienne, donc c'est pas n'importe qui, et leurs conseils sont précieux, hein. Encore une fois, moi je me considère, oui, peut-être comme auteur maintenant, mais le travail est encore perfectible et j'espère vraiment m'améliorer. C'est un travail d'humilité. Oui, c'est toujours pareil, hein, on dit souvent, les meilleurs, c'est toujours ceux qui sont les plus simples, parce que c'est ceux qui se remettent en question. Il faut jamais être suffisant. Oui, c'est publié, mais je sais qu'il y a encore beaucoup d'aspects où on peut travailler pour s'améliorer. Si tu me permets, Sébastien, on s'arrête et au retour, on continue de parler de Entre parenthèses.